Parfait. Bonjour à tous et merci d'avoir bravé toutes les, j'allais dire, tout ce qui était prévu aujourd'hui pour bloquer la France. Et donc, merci de venir ici puisqu'il y a beaucoup de choses à dire sur notre avenir et sur le contexte actuel. J'espère et je crois qu'il y a pas mal de questions. Et ces questions s'adresseront à tous. Je ne veux pas répondre personnellement à toutes les questions. Là, pour le moment, j'aimerais introduire la conversation qui sera d'abord gérée par Greg au niveau des technologies, très important. Et après, chaque directeur général s'exprimera sur sa division. Et après, nous pourrons parler des chiffres. Donc, tout d'abord, 2025 est une année difficile, il ne faut pas se leurrer. Et chez nous, difficile, c'est que notre croissance organique passe de 22 à 12%. Je pense que ce serait plutôt 13 actuellement qui est l'objectif, mais disons qu'on va avoir une croissance organique largement à 2 chiffres. Les choses vont bien parce que ce qui est important, c'est le futur. Et en ce qui concerne le futur, vous sentirez à quel point nous sommes positifs, mais énormément. Et après, j'aimerais que vous analysiez, surtout les analyses qui sont surtout à Paris, donc j'espère qu'ils m'écoutent. Ce qui est important, c'est quand même la comparaison avec les comparables, c'est la croissance organique. Je vais bien faire des acquisitions à tout va. Des gens ont déjà fait ça auparavant et se sont plantés. Je répète, 50% des acquisitions ne créent pas de valeur, c'est-à-dire détruisent de la valeur. Donc attention. J'aimerais qu'on nous juge aussi sur les dividendes, qu'on intègre notre politique de dividendes et que le M&A soit bien analysé. Et quand vous voyez nos décisions de revendre la France, de vendre au bon moment le GRC ou d'acquérir de la cybersécurité, je pense que là, c'est la vraie stratégie qui se présente. Et dire j'ai 20 000 personnes ou 30 000 personnes, ça n'a jamais rendu riche. Voilà pour l'entrée en matière. La deuxième entrée en matière, c'est que nous avons une organisation qui n'est pas fragile. Je ne suis que chairman, exec encore, mais il y a 4 DG et ils ont fonction complète de directeur général. Donc ça, c'est très important pour le futur, pour la solidité du groupe. J'ai bien conscience que le groupe ne vaut que par son futur. Après, on a une offre sur laquelle on a su investir. Et à nouveau, quand vous n'avez pas d'argent, vous n'investissez pas. Et après, c'est le cercle vicieux. Donc, nous avons des profits, nous aurons du cash, nous investissons. Et là, à nouveau, Greg vous en parlera. Et enfin, la globalisation au sens anglo-saxon, l'internationalisation du groupe est le garant de notre succès. Et on le voit bien, quand à un certain moment, il y a une division qui est moins en forme, on voit qu'une autre division l'est plus. On a des localisations qui se complètent et qui sont dorénavant en synergie. Voilà pour une introduction. Pour le passé, vous le connaissez, et c'est vrai qu'en bas, je vais la jouer moderne, mais là-bas, il manque du M&A. Ne vous inquiétez pas, il y aura, d'ici la fin de l'année, plusieurs opérations M&A. Donc, c'est un engagement, il y aura d'ici la fin de l'année. Mais il ne fallait surtout pas se presser. On a remarqué sur une négociation qu'on a presque divisé par 2 la valeur proposée initialement. Donc, il faut du temps et ne nous poussez pas à l'erreur. Ça, ce n'est pas vous, c'est les analystes. Ne nous poussez pas à l'erreur. Voilà, l'organisation
Comme vous le voyez, il y a 4 DG. Nasser s'excuse parce qu'il avait un gros enjeu actuellement et en Portugal, pour tout vous dire, et je relayerai son speech très rapidement. Après, nous avons un système d'affiliés. C'est très dynamique et j'aimerais avoir plus d'affiliés, ce qui nous permet de créer des offres connexes sans déstabiliser notre organisation. Voilà pour l'organisation. Et pour les fonctions centrales, là, je vais vous dire, les fonctions centrales, on est en train de devenir bureaucratique. NIS2, c'est CyberSec. ISO, avec 40 000 niveaux. GDPR, ESG en français, AI Act, et taxonomie, etc. Comment voulez-vous qu'une société résiste si elle ne fait pas une taille gigantesque par rapport à toute cette bureaucratie? Il y a des besoins, il y a beaucoup de choses bien là-dedans, mais notre challenge, ce n'est pas de refuser l'obstacle, c'est de transformer ce problème en opportunité. Et là, je compte sur Greg et sur beaucoup de gens. Et maintenant, notre organisation financière est stable. Avant, la direction était sous-traitée à quelqu'un, mais à une société, Frédéric Gauze. Frédéric Gauze a vendu sa société. Et nous avions au bon moment Philippe Blanche, ici présent, pour prendre le relais, et qui s'est déjà présenté la dernière fois, donc tu ne vas pas le faire 2 fois, et qui a un ensemble de CFO vraiment au bon niveau. Voilà. Maintenant, les offres n'ont pas changé en soi. J'aime bien être un peu arrogant presque. On faisait du document management, on a dit après du data management, on a pris transformation digitale. Je pourrais vous balancer toutes les tartes à la crème des IC débutants, des ingénieurs commerciaux débutants. Bref, on a toujours la même vision du marché et nous sommes une boîte... Ouf, je vais le virer. On a une société de services. Voilà, désolé. Et donc, les produits mentionnés sont des produits qui aident, qui sont là pour attirer le client. Ce n'est pas une vraie stratégie de produit. Mais les produits ont de la valeur, dont Venue, je ne sais pas si tu en parleras, qui est... Tu en parleras? Je me tais. Et là, c'est ce que j'ai lâché. On est ISO dans tous ces domaines. Vous rendez le compte du coût de tout ceci appliqué à 17 pays où nous sommes réellement présents et presque entre 45 et 50 où nous travaillons. Voilà, donc on va faire une présentation par division et d'abord, je laisse la parole à Greg et mettez vos écouteurs, c'est pas si mal. Greg, tu peux passer. Thank you, Jacques, and morning, everyone. Thank you for joining. Merci, bonjour Jacques, bonjour à toutes et à tous. Ce matin, je voudrais parler de ce que nous faisons au niveau de l'intelligence artificielle et au niveau du cyber. Et je pense que pour démarrer, nous devrions penser à nos clients. Qu'est-ce qui se passe chez nos clients? C'est là-dessus que nous basons nos décisions ainsi que nos produits et nos services. Nous considérons que nos initiatives actuellement sont très stratégiques pour tous nos clients et ce pour un certain nombre de raisons clés. Tout d'abord, vous avez tout ce qui est réglementation. Au sein de l'Union européenne, nous avons l'AI Act, qui est la loi pour l'intelligence artificielle qui est déjà en place et qui impacte énormément nos clients. Et dans l'espace cyber, nous avons DORA, par exemple, la loi pour la résilience et NIS2 également. Cela nécessite donc que nos clients entrent en conformité dans un grand nombre de domaines afin de pouvoir faire leurs affaires. Donc, la réglementation sous-tend énormément de choses que nous faisons dans le domaine de l'IA et de la cybersécurité. Et de plus en plus aussi, nos clients ont besoin de se transformer. Ces dernières années, cela a été drivé par tout ce qui est numérique. L'IA
à notre avis, est la nouvelle initiative qui intéresse grandement nos clients pour qu'ils puissent comprendre et pour qu'ils puissent travailler avec nous, pour qu'on puisse leur montrer les solutions qui les rendront plus efficaces. Je vais vous parler du cadre de ce que nous proposons. C'est en réponse directe aux conversations que nous avons eues avec nos clients. Tous nos clients, sans exception, nous disent « OK, tout le monde parle de l'IA, il y a beaucoup de potentiel » et tous nos clients explorent quoi faire avec l'intelligence artificielle. Nous, on vient les voir en disant « Nous pouvons être le partenaire pratique pour vous aider à driver la transformation ». Donc, nous avons développé tout un ensemble de systèmes pour faciliter l'approche, comment définir, comment clarifier la stratégie, comment est-ce que nous pouvons aider nos clients avec la sécurité. Tous les clients ont peur de ne pas pouvoir protéger leurs données. Ils veulent protéger les informations confidentielles, ne pas les divulguer au grand public. Nous travaillons beaucoup dans ce domaine-là. Comment améliorer la souveraineté des données qui sont stockées. Nous travaillons sur des solutions autour de cela. Nous passons beaucoup de temps à permettre aux personnes d'évoluer au niveau de leurs compétences, aider les personnes à mieux utiliser Copilot de chez Microsoft, par exemple, s'adapter aux nouvelles façons de travailler avec, et bien sûr la conformité, surtout avec la loi européenne sur l'intelligence artificielle. Nous aidons nos clients actuellement à développer de nouvelles solutions aussi. L'analytique prédictive, nous avons beaucoup travaillé sur les rapports avec les clients, les tableaux de bord. Nous avons commencé aussi à développer des solutions agentiques. Nous commençons à regarder comment proposer tout ce qui est IA avec les vendeurs principaux, l'intégration des différentes solutions, MCP en fait partie. Donc, en gros, nous avons un ensemble de produits, de projets clés qui sont vraiment orientés projets, mais nous voulons surtout être le partenaire qui aide les clients à driver leur transformation. Comment gérer les systèmes en place chez nos clients clés afin que la transformation voit le jour pendant les 3, 4, 5 années qui viennent. Et nous voulons aider les clients à résoudre leurs défis, leurs challenges, leurs points de douleur, comme on dit en anglais, afin de pouvoir générer de la valeur pour tous les clients. Voilà ce que nous faisons. Nous avons plusieurs réussites dont je voulais parler. Nous avons une histoire de réussite avec une très grande banque américaine actuellement. À l'heure actuelle, ils travaillent avec Microsoft et avec nous pour déployer Copilot vers 100 000 de leurs utilisateurs en interne. Nous, chez Sword, nous sommes responsables du programme de développement et d'adoption. Donc, nous travaillons avec toutes leurs BU afin de veiller à ce qu'ils soient en mesure de valoriser cet investissement. Ça, c'est juste un exemple pragmatique de ce que nous faisons actuellement. Pardon, Jacques, comment est-ce que je vais avancer? Très bien. Ensuite, concernant l'activité cyber, la réglementation est très importante, mais nous avons tous vu dans les informations ces derniers mois qu'il y a de plus en plus d'attaques cyber, de phishing, etc. Nous regardons tout ce qui est cybersécurité du point de vue des business pour les aider à promouvoir leur résilience. Notre message et surtout pour nos clients, nous pouvons vous aider à défendre votre business. Nous avons tout un ensemble de produits, de services, de la stratégie, de l'aide que nous pouvons proposer pour aider les clients à comprendre les risques, les aider à protéger l'identité des utilisateurs, protéger leurs plateformes clés. Et nous venons de gagner un contrat pour 2 millions d'euros avec un très grand opérateur au Royaume-Uni pour le gaz et le pétrole. C'est une nouvelle JV entre Equinor et Shell au Royaume-Uni. Ils ont décidé qu'ils voulaient travailler avec nous comme sous-traitants, comme fournisseurs pour les quelques années à venir. Ils ont vraiment reconnu l'importance des services que nous sommes capables d'apporter, pas seulement pour mettre en place de la technologie, mais surtout pour être partenaires efficaces pour les aider à développer leur business. Voilà ce que nous faisons dans l'espace cyber. Nous avons d'autres partenariats clés avec Cisco, les réseaux Palo Alto et d'autres. Et vraiment, ils nous accompagnent pour mettre en place cette stratégie pour faire en sorte que nos services puissent être disponibles pour tous les clients. Les points culminants. Nous visons surtout que les services cyber et de l'IA représentent 20% de notre chiffre d'affaires d'ici 2028. Ce sont deux initiatives qui devraient driver beaucoup de valeur pour les années qui viennent. En interne, nous voulons également bénéficier de l'IA ainsi que comment éviter les coûts. Cette année, nous faisons 1,2
millions d'investissements dans le domaine de l'activité cyber. Cela veut dire que nous développons des solutions qui vont être bénéfiques pour nous et ensuite, ces mêmes solutions, nous pourrons les revendre à nos clients et garantir la crédibilité de l'ensemble. Quelques points clés, c'est ce contrat que j'ai décrit au Royaume-Uni pour le gaz et le pétrole. Et je pense que nous sommes en train de diriger l'un des plus gros programmes aux États-Unis avec cette banque américaine. Ravi de répondre à vos questions tout à l'heure, mais pour l'instant, je vais repasser la parole à Jack. Thank you, Greg. Ouais, Dieter. Merci, Greg. Good morning, ladies and gentlemen. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Dieter Rogers et je suis responsable de SWORD en Belgique, à Luxembourg, en Grèce et en Espagne. Je vais démarrer ma présentation, une présentation courte avec quelques informations clés sur notre opération. SWORD Technologies travaille surtout avec les institutions européennes, plus spécifiquement sur les contrats multiannuels multimillions. Nous avons une équipe chargée des appels d'offres, une équipe qui est très efficace. Juste pour vous donner une idée, en 2025, les appels d'offres auxquels nous avons répondu et les appels d'offres auxquels nous allons répondre d'ici la fin de l'année excèdent 350 millions d'euros. SWORD est le sous-traitant préféré des Unions européennes avec une identité européenne très très forte. Cette identité est devenue encore plus importante que par le passé, étant donné les événements géopolitiques ces dernières années et surtout étant donné ce qui se passe aux États-Unis. Actuellement, nous servons plus de 45 institutions européennes et agences européennes dans plus de 10 États membres européens. Nous avons développé une expertise très forte dans un certain nombre de domaines qui évoluent très très rapidement au sein des institutions européennes. Ce sont des domaines fonctionnels. Étant donné ces contrats cadres sur lesquels nous travaillons, il y a un backlog énorme, un carnet de commandes bien rempli qui dépasse très largement 200 millions d'euros. Qu'est-ce que je peux dire au sujet de notre expertise technique et sur le plan du business? Nous sommes l'un des sous-traitants principaux des institutions européennes, surtout pour les systèmes informatiques de grande taille. Ce sont des projets à prix fixe essentiellement, et cela dans le domaine du développement des applications, la maintenance des applications et le support. Et de plus en plus également, nous travaillons dans le domaine des services sous gestion et dans le domaine des services liés à la transformation numérique. Je reviendrai sur notre expertise dans les domaines fonctionnels dans la diapositive suivante. Sachez que nous avons également énormément d'activités dans la gestion des talents, dans le staffing des consultants en matière d'informatique. Et dans ce contexte, nous avons aussi créé en interne un certain nombre de centres d'excellence, des centres de compétences pour proposer ces services. Nous sommes très à jour avec les dernières tendances informatiques au sein des institutions européennes. Par exemple, récemment, nous avons gagné des contrats cadres dans quasiment toutes les dernières technologies. Pour la cybersécurité, par exemple, nous avons gagné le contrat principal au sein des institutions européennes, plus de 3 millions en contrat cadre, ensemble avec Atos. En matière d'intelligence artificielle, tout ce qui est data, analytique et le cloud, nous avons déjà gagné un contrat avec la Banque d'investissement européenne et nous attendons les résultats pour Eurocontrol et également pour le contrat Maya. Et en tout dernier lieu, dès qu'il s'agit de transformation numérique et l'interopérabilité, nous avons également un très grand contrat cadre EU-LISA. Mais je reviendrai sur les chiffres un peu plus tard.
En tout dernier lieu, Jacques vous a parlé de la bureaucratie. Sachez que la bureaucratie nous aide finalement dans ma partie du monde parce que cela génère énormément de business. Pourquoi? Simplement parce que tout ce qui est conformité, tous les programmes de conformité au sein des institutions européennes prennent de plus en plus d'importance et ainsi nous les aidons pour la mise en place des programmes en question. Quelques mots sur les domaines fonctionnels qui évoluent très très rapidement. Domaines fonctionnels où nous jouons un rôle de plus en plus important. Je pense surtout à 3 domaines. Le premier domaine, c'est tout ce qui est contrôle aux frontières et la sécurité. Ensuite, vous avez la douane et tout ce qui est taxes. Et en tout dernier lieu, la propriété intellectuelle ainsi que les brevets. Tout le business qui tourne autour de cela. Pour le contrôle des frontières et la sécurité, aujourd'hui, nous sommes surtout très actifs dans quasiment tous les systèmes critiques. Nous avons gagné les contrats cadres pour le VIS et le SIS, pour Schengen et puis pour les visas. Nous travaillons beaucoup avec ETIAS, tout ce qui est système de voyage et système d'autorisation pour le voyage en Europe. Nous travaillons également avec d'autres contrats cadres également pour la douane et également pour la partie taxe. C'est le domaine où nous avons plus de 20 ans d'expérience avec eux et d'une année à l'autre, nous développons notre compétence, également le business que nous faisons. Mais nous venons de gagner quelques contrats cadres supplémentaires. Tout d'abord, dans le domaine de la gestion des services informatiques, pour la douane, pour tout ce qui est taxes. Nous avons également gagné des contrats sur les activités opérationnelles. Nous avons été présélectionnés et nous avons développé du business dans ce domaine. Nous avons également mis en place et signé des partenariats stratégiques pour les nouveaux contrats dans le domaine de la douane et du hub pour la douane. Parlons maintenant du troisième domaine fonctionnel où nous sommes très, très actifs. C'est le domaine du bureau des brevets et tout ce qui est propriété intellectuelle. Nous avons signé un nouveau contrat cadre avec EPO et nous avons démarré une nouvelle initiative pour les services sur la traduction grâce à la machine et également sur le processus pour les brevets sans papier assistés par l'IA. Et nous avons également commencé à travailler sur l'amélioration du portail EPO. Nous avons de plus en plus de projets à prix fixe également au sein de l'IPO dans l'Union européenne. Et également, nous avons de plus en plus d'expertise qui nous permet de servir de mieux en mieux nos clients. Pour vous donner une idée concernant les différents contrats cadres sur lesquels nous travaillons cette année, tout au long de 2025, en bas de la diapositive, vous voyez les offres, les appels d'offres auxquels nous avons répondu. La valeur s'élève à plus de 60 millions d'euros. Nous n'avons pas parlé de toutes les offres, mais nous en avons déjà proposé un certain nombre cette année. Et il y a 3 très gros appels d'offres que nous attendons et nous avons de très bons espoirs, de très bons partenaires européens, donc nous pensons pouvoir les remporter. Pour conclure, je pense que nous avons une excellence opérationnelle qui fonctionne très bien, d'excellentes équipes. Nous avons également un pipeline d'une grande taille et nous avons un backlog, un carnet de commandes bien rempli. Donc, je suis confiant. Je pense que nous sommes véritablement en bonne voie pour nos objectifs de 2028. Pour les objectifs que nous fixons, nous pensons vraiment que nous allons même les dépasser. Merci de votre écoute. Merci, Dieter. Je vivrai en français pour reposer certains. Bonjour à toutes et tous. Donc, Olivier Perrotet, je suis en charge de la division suisse. Division qui collabore étroitement, vous le savez, avec un des affiliés, la structure Sword Technologies, qui complète notre offre sur les parties infrastructure et bureautique, mais également au niveau territorial, puisque vous n'êtes pas sans savoir que Sword Technologies dispose non seulement de bureaux en Suisse, mais aussi au Canada. Donc
J'aborderai l'ensemble des activités sous ce prisme-là, sous ce périmètre-là, incluant nos activités en Suisse, France également, depuis peu, et également la partie Canada. Pour vous donner un état des lieux, un progrès sur notre poursuite sur la vision 2028 qui a déjà été partagée avec vous, et un progrès sur ce début d'année, en 3 grandes parties peut-être. Regardons d'abord les secteurs d'activité principaux qui sont pour nous des verticaux sur lesquels sont organisées les équipes, puis ensuite l'évolution de notre offre d'outsourcing global, et enfin quelques actualités concernant notre empreinte géographique, j'en ai cité tout à l'heure, mais les développements qui s'en suivent. Premier des secteurs à souligner, le secteur sport, vous le connaissez. Alors Jacques évoquait tout à l'heure la partie Sword Venue, qui est une formidable vitrine pour nous, puisque vraiment en prise avec les problématiques métiers liées à la partie événementielle et avec l'ensemble de ces grandes organisations sportives. Donc le sport continue à se développer selon notre plan. J'ai même plus envie de parler de niche aujourd'hui, vu le développement qu'on a. En revanche, il y a une vraie dimension spécialiste et compréhension des problématiques IT liées et spécifiques au domaine du sport qui nous différencie fortement aujourd'hui sur ce marché-là. On est à Lyon, donc vous le savez, on a fait un communiqué de presse récemment pour officialiser le statut de partenaire technologique privilégié de Sword auprès du groupe OL, et qui en plus fait un remarquable début de saison, donc on suit cela avec attention. Ce n'est pas le seul, on a également la LDLC Arena, pour qui on opère un ensemble de services IT, et on espère d'ailleurs continuer à développer avec eux et les accompagner dans leur plan ambitieux de développement au sein des différentes arénas en France et pas que. Et Sword Venue est un très bon outil pour faire cela. Autre secteur clé, alors là dans le domaine plus suisse, secteur de la banque privée. Alors je viens de parler de services financiers au global. Les développements sont également conformes à nos prévisions dans ce secteur-là. On dépasse même la partie purement banque privée, puisque je l'ai mis ici, une banque de retail, donc une banque cantonale à Genève, qui nous a confié et qui nous a référencé pour l'ensemble de ses activités IT, pilotage de leurs projets, développement applicatif et autres, que l'on compte désormais à notre portefeuille. Toujours en Suisse, vous le savez, on a la chance d'accueillir nombre d'organisations internationales, dont les agences onusiennes. J'aime bien régulièrement, lors des staff meetings, vous donner un peu l'actualité sur ce secteur-là. Sans citer toutes les agences, sachez qu'on a ouvert ce qu'on appelle un LTA, Long Term Agreement, donc un accord cadre long terme, en général entre 3 et 5 ans selon les agences. Cette fois-ci avec une agence qui s'appelle IRENA. Il s'agit de l'Agence internationale pour les énergies renouvelables. Et puis enfin, le secteur public. Alors on évoquait tout à l'heure, Jacques, tu soulignais, c'est vrai, le fait qu'on s'oblige aujourd'hui à obtenir différents niveaux de certification ISO. C'est aussi vrai en Suisse, on a même nos propres certifications. Éco-entreprise en est une qui est très demandée par les pouvoirs publics. Il faut tout de même retenir qu'aujourd'hui, si vous voulez travailler avec les 3 niveaux politiques, je dirais, en Suisse, c'est-à-dire le communal, le cantonal ou le fédéral, vous ne pouvez pas le faire sans les certifications ISO, RSE, alors elles sont nombreuses, EcoVadis, éco-entreprise ou autre. Donc ce qui pouvait être un investissement coûteux, en fait, est plutôt très héroïste pour nous, donc une approche très héroïste, et maintenant un différenciateur, et nous permet de consolider nos positions et de développer de nouvelles positions. Il y a un communiqué de presse, je crois, qui est paru cette semaine, sur l'état de Vaud, beaucoup de développement, 3 nouveaux référencements, et ces 3 nouveaux référencements au sein de l'état de Vaud, qui vont couvrir la période maintenant 25-28. Donc c'est du backlog qui nous est assuré sur des fonctions d'augmentation de staff, TMA et autres. Je vais passer peut-être un peu plus rapidement sur les autres aspects. Outsourcing global, on complète notre offre. Jacques, tu citais les synergies qu'il y a. Elles sont réelles aujourd'hui avec les activités avec les équipes de Greg, avec également celles de Dieter, je parlais de la Grèce et autres. Donc tout ce qui est nouveau partenariat en termes de cybersécurité. On décline également nos produits en centre de service. C'est une très bonne adéquation. Vous arrivez avec un produit et vous facilitez le travail d'une équipe service qui est dédiée.
économiquement, c'est parfaitement, c'est très rentable comme opération. Donc c'est quelque chose qui se développe. Et puis on sort un petit peu même des frontières purement de l'IT dans le domaine du sport, à la demande de nos clients, pour aborder des aspects autour de la mise à disposition de contenus digitaux de type vidéo ou autre. Donc ce sont des sujets qui viennent aujourd'hui compléter notre offre sur ce segment-là. J'ai beaucoup parlé sur la Suisse, de la partie suisse romande. Vous savez qu'il y a eu une acquisition l'an dernier à Berne, qui se traduit aujourd'hui par une expansion de nos activités sur la partie suisse alémanique, alors centrale et orientale. Donc de nouveaux référencements là ont été obtenus sur le canton de Zurich notamment. Le THZ, désolé pour les acronymes, mais il s'agit de l'École Polytechnique de Zurich. Nous travaillons déjà avec l'École Polytechnique de Lausanne, donc c'est un bon complément. L'été est toujours une période faste pour les activités sport, Sword Venue. Vous le savez, on a accompagné encore cette année le Tour de France, Marathon de Paris. Alors tout ça, c'est avec l'organisation Amaury Sport. On a eu également des équipes en Chine à l'occasion des World Games. Tout cela se développe correctement. Et puis, les activités que je citais liées à la filiale Sword Technology se développent également en Grèce avec un centre de service global sur tout ce qui est problématique Microsoft Office 365. Elles sont très larges, elles sont extrêmes, elles continuent à être très demandées, y compris avec une dimension cybersécurité aujourd'hui. On est parfaitement équipé pour y répondre en Suisse et puis sur tout le périmètre européen. Voilà ce que je voulais citer sur cette partie-là. En complément sur notre offre, tout de même, on ne pouvait pas ne pas évoquer la partie IA. La partie IA qui est développée en collaboration avec les équipes de Greg notamment, on a une vraie valeur lorsqu'on apporte une dimension métier spécifique. Je reviens sur la partie sport. Les problématiques liées à la gestion des données dans le contexte des athlètes, dans le contexte de toutes les manifestations sportives et autres, sont très fortes. On a une bonne offre pour les accompagner ici. On parle beaucoup chez nous de multi-agents, vous l'entendrez peut-être, une approche agentique. Et en Suisse, une demande très forte sur la partie IA souverain, c'est-à-dire s'assurer, on est aujourd'hui en mesure d'assurer à nos clients que leurs données restent sur un territoire connu, restent même dans leur environnement IT, tout en ayant la puissance des outils IA qui sont à disposition. Et ça, c'est une offre qui est très forte, qui est une demande très très forte sur le sujet. En termes de gestion de plateformes IT diverses et variées, vous retrouvez comme habituellement la modernisation des applications métiers qui reste très très forte. Toutes les problématiques de migration, c'était des sujets qui étaient en devenir fut un temps, qui sont des vaches à lait aujourd'hui. Migration cloud, à nouveau désolé pour le trigramme. IAM, c'est la gestion des identités qui sont liées à vos systèmes d'infrastructure, bureautiques et autres, et tous les niveaux de maintenance adaptative, préventive et corrective qui occupent la plupart de nos équipes. Donc voilà, on a une offre globalement qui est en cohérence avec cette approche globale d'outsourcing que l'on décline à peu près 20 pays aujourd'hui. On cite souvent l'approche Follow the Sun sur nos services managés, que ce soit support applicatif, support utilisateur, hébergement et autres. Je ne vais pas nécessairement repasser sur l'ensemble des briques qui sont ici, parce que j'en ai déjà cité une partie. Le public, d'ailleurs, ne comprend pas que les cantons, les communes et la Confédération. Il faut aussi décliner toute la partie parapublique. Donc chez nous, c'est tout ce qui est santé, transport, mobilité, également tout ce qui est énergie, notamment en Suisse romande. Ce sont des secteurs qui se développent bien. Sur la partie services financiers, de nouveaux partenariats en place pour étendre notre offre de services sur tout ce qui est core banking et je m'aperçois du nombre d'acronymes que j'utilise. Je suis désolé. KYC, c'est Know Your Customer, donc tout ce qui va être onboarding des nouveaux clients et autres, qui sont également extrêmement demandés par nos clients. Et il y a un secteur que j'ai tout de même peu évoqué, donc je fais une parenthèse rapide sur le sujet, qui est lié à l'expertise développée par nos équipes sur la partie services financiers, qui est le secteur ETI de l'aviation. Donc là, typiquement, on utilise notre savoir-faire sur la partie financière pour développer et opérer des services de clearing, des services de plateforme d'intermédiation financière dans ce domaine-là, notamment de l'aérien. Donc un de nos clients sur le sujet est l'IATA,
l'Association internationale pour le transport aérien, qui regroupe l'ensemble des compagnies, des principales compagnies, mais également, il faut noter la CITA, spécialisée sur la partie télécom. C'est un secteur qui se porte très bien, avec qui on travaille sur des plans très ambitieux pour 2026 et qui est capable aujourd'hui de forts investissements sur ces sujets-là. Et je ne reviendrai pas forcément, je pense qu'on en a parlé, sur tous nos développements dans le monde sportif. Je crois qu'on reviendra peut-être après sur la partie WADA. On a un événement important avec la WADA. La WADA, c'est l'Agence mondiale de l'antidopage. Il y a une réunion qui a lieu à peu près tous les 6 ans, qui est leur conférence annuelle, sur laquelle on bénéficie vraiment d'une exposition privilégiée. On est leur partenaire IT exclusif pour l'ensemble des systèmes opérés par la WADA. Et lors de cette conférence, qui a lieu, je crois, entre tous les 6 ans ou 7 ans, on a un accès à l'ensemble des fédérations internationales, à l'ensemble des agences nationales et certains gouvernements aussi qui participent. Voilà en synthèse. Je prenais juste 3 sujets, vous les connaissez. État de Vaud, objet de quelques publications. Richemont, dans le secteur du luxe, j'en ai pas trop parlé, mais les contrats sont reconduits en termes d'accords cadres. Et puis l'OL, je n'y reviens pas. Voilà. Enfin, un dernier point pour conclure, peut-être en illustration, change un peu, ça fait un peu marketing. Vous retrouvez sur la droite toute la partie sport, les différents événements qui sont couverts. On a commencé à installer en Suisse un Sword Day qui a lieu en octobre, qui réunit bon nombre de clients. Je crois qu'on va vite se poser la question de le faire sur 2 jours, vu les demandes qu'on a en termes de participation. Et puis on a tout de même fêté nos 20 ans de Sword en Suisse. C'était un petit peu plus tôt cette année, avant l'été, ce qui a été une excellente occasion de réunir nos équipes, nos partenaires et de célébrer ces premiers 20 ans. Voilà, je laisse la parole à Kevin sur la partie UK. Good morning. Bonjour à toutes et à tous. Kevin Moreton, je suis responsable du Royaume-Uni et des opérations aux États-Unis aussi. Très fière d'être ici, ravie de vous parler. Tout d'abord, je voudrais mettre en exergue nos réussites de cette année et ceci est grâce à 3 choses. La force de mon équipe, l'évolution de nos produits, de nos services. Je pense que nous savons très bien écouter les clients, savoir ce qu'il faut leur proposer et en tout dernier lieu, notre capacité à intégrer nos acquisitions précédentes et faire en sorte que notre organisation soit logique, soit vraiment là pour répondre aux besoins des clients. Ça nous a vraiment aidé cette année. Concernant nos différents secteurs, comme vous le savez, nous travaillons dans le domaine de l'énergie, les services au secteur public, les services financiers. Nous sommes très forts en matière de gaz et de pétrole. Le marché est compliqué, il y a des optimisations, la réglementation gouvernementale est compliquée, mais nous nous frayons un chemin à travers la jungle. Nous avons beaucoup d'actifs qui changent de main, mais ce changement, tous ces changements présentent énormément d'opportunités pour nous. Et avec notre proposition en M&A, en acquisition, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes très, très pertinents devant ce marché changeant. Et bien sûr, nous gagnons des projets. Nous avons gagné un projet pour 20 millions de livres sterling, par exemple, avec une nouvelle société qui rentre sur ce marché. Avant tout, l'énergie constitue un mix, comme vous le savez, de pétrole, de gaz, de renouvelables, de plein d'autres sources énergétiques aussi. La dernière fois, je vous ai dit que nous espérions gagner notre plus gros client de tous les temps en énergie renouvelable. Nous l'avons gagné. C'est le plus gros client que nous ayons gagné, 25 millions d'euros. Cela peut devenir 60 millions d'euros. Et nous avons également plusieurs accords cadres qui sont en train d'être signés, potentiellement des centaines de millions dans les années qui viennent. Maintenant, concernant l'activité cyber, nous avons une proposition en termes d'outils pour la partie cyber, des produits finis, mais des services également. Nous organisons notre business afin de veiller à ce que ces 2 capacités soient disponibles pour les entreprises. Et je vais y revenir. Dans le secteur des services publics, nous avons beaucoup travaillé pour étendre nos partenariats afin de veiller à ce que les organisations dans le secteur public puissent acheter très, très facilement des produits et des services de la part de Sword. Il y a des réglementations que ces services publics doivent respecter. Ce n'est pas comme le secteur privé. Comme l'a dit Greg, nous travaillons sur les
l'évolution de notre proposition en matière d'IA et de gestion de données. Cela est très pertinent. Le gouvernement britannique va dépenser, nous le pensons, beaucoup d'argent en matière de santé et la défense. Nous sommes présents dans ces deux secteurs pour les données et pour l'IA, et surtout dans le domaine de l'e-santé. Il y a une initiative qui s'appelle le Tech Scaler Programme. En gros, ça se traduit par le désir du gouvernement, le gouvernement britannique, de travailler avec les plus petits partenaires. Par rapport à certaines des multinationales, nous sommes considérés comme étant l'un des plus petits. Nous gagnons très souvent contre les grands, mais cela veut dire que nous allons pouvoir développer notre emprise, les chiffres d'affaires dans le domaine des services publics. En matière de services financiers, Greg en a parlé, nous travaillons avec une grande banque. Nous sommes très fiers d'avoir été sélectionnés pour former énormément de personnes, enfin plus de 100 000 utilisateurs pour les aider à développer leur business au sein de la banque, et nous pensons pouvoir étendre ces offres vis-à-vis d'autres clients. Nous développons de plus en plus des partenariats. Ça, c'est vraiment un thème clé pour nous au Royaume-Uni. Nous travaillons avec beaucoup de partenaires technologiques. Nous avons de très, très bons partenariats. Nous développons la relation. Pourquoi? Parce que cela veut dire que ces personnes nous amènent des opportunités, tout comme nos équipes de vente. Qu'on développe notre chiffre d'affaires en développant et en vendant nos produits ou les leurs, les deux sont très, très bien. Donc, je suis très enthousiaste à l'idée aussi de continuer de déployer notre modèle basé sur le partenariat au Royaume-Uni. Cela a généré beaucoup de réussite. La dernière fois, nous avons fait une petite acquisition stratégique, une société qui s'appelle iDelta. Cela nous permet de développer nos capacités informatiques et cyber, surtout pour les services financiers, les comptes et les services aux clients. Nous allons fusionner cette activité avec tout ce que nous proposons en matière de cyber et intelligence artificielle, et nous pensons que cela fait que vraiment nous nous plaçons au centre de la scène. Nous devenons très, très visibles en matière de nos compétences. Je ne veux pas être trop technique, je ne saurais pas être très technique, je ne suis pas quelqu'un de technique. Néanmoins, nous œuvrons vraiment afin de développer, afin de trouver une acquisition qui pourra nous permettre d'avoir plus de capacités dans ce que nous appelons le cloud multi-hybride. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de données qui doivent être transférées, migrées vers le cloud. Les services financiers sont encore très angoissés à l'idée de ne pas pouvoir garantir la sécurité des données, et toutes ces entités ne veulent pas travailler avec un seul fournisseur. Donc, nous pensons qu'il est très important d'avoir plusieurs fournisseurs, et nous voulons en être. Et nous travaillons avec des sociétés actuellement, et j'espère que lorsque nous parlerons par la suite au mois de mars, j'espère pouvoir vous en dire plus. Pour continuer, nos produits et nos services. Nous avons eu un comité de direction hier, et nous sommes tous très clairs. Nos réussites montrent que nous savons surtout écouter nos clients. Nous n'apportons pas une solution informatique que nous apposons au marché. Non, nous apportons des solutions qui répondent aux besoins de nos clients. Et donc, nous avons développé 4 propositions clés. J'ai 4 COO, et cela est tout à fait volontaire. Et chacun de ces COO est responsable d'un de ces domaines. Les données, l'IA, c'est Greg qui en est responsable. Il a expliqué pourquoi il faut une proposition claire. Ensuite, la résilience opérationnelle. C'est de cela que nous parlons avec nos clients, pas tellement de la sécurité cyber. Pourquoi? Parce qu'inévitablement, la plupart de nos opérations seront envahies à cause d'une attaque cyber à un moment ou à un autre. Mais comment est-ce que ces entreprises peuvent quand même continuer de diriger leur entreprise et rester résilients? Ce n'est pas juste une question de cybersécurité, c'est le process, c'est les mesures qu'on peut mettre en place. Donc, nous parlons surtout de résilience opérationnelle, et surtout dans le domaine des services financiers, nos clients comprennent et nous entendent quand nous parlons de ces choses, et cela reste vraiment pile poil en ligne avec ce qu'a dit Greg. Nous sommes également omniprésents avec certaines des organisations telles que les FinTech en Écosse, et nous voulons surtout proposer à ce genre d'entité de savoir comment bien utiliser les technologies pour devenir plus modernes dans leur approche. Donc, nous sommes très, très fiers de cette approche. Les fusions, les acquisitions, nous sommes le numéro 1 très largement en termes de capacité en matière de
gaz et pétrole. Nous sommes vraiment le fournisseur que les clients recherchent s'ils veulent transférer leurs actifs ou développer leurs compétences. Beaucoup d'études de cas, une très belle historique et c'est un pilier qui marche très très bien. Nous avons des capacités de bout à bout pour les applications, tout ce qui est cybercloud, avec notre expérience très vaste dans ce domaine. Encore une fois, avec les discussions avec mes collègues hier, je disais comment est-ce qu'on peut appliquer notre savoir-faire en fusion et acquisition à d'autres marchés. Et on se disait finalement ces connaissances peuvent être utilisées dans tous les marchés. Et donc c'est cela qui nous permettra vraiment de nous différencier. En tout dernier lieu, les services sous gestion, les services globaux. Il faut savoir que dans le domaine énergétique actuellement, nos clients ont besoin de faire des économies. Nos clients ont besoin de réduire les coûts opérationnels. L'informatique est souvent vue comme étant un coût. Donc, les clients nous demandent où est-ce qu'on peut faire des économies. Nous avons vu le fait que beaucoup d'outsourcing a été fait par le passé, surtout en matière de gaz et de pétrole. Nous, notre offre est plus moderne et plus nuancée. Oui, OK. Nous organisons toutes les interactions du client en local, en anglais, mais avec certaines fonctions qui peuvent être traitées à l'intérieur du groupe. Il y a de très belles synergies actuellement avec nos collègues en Inde et au Moyen-Orient. Et cela nous permet de proposer les prix qu'il faut à nos clients tout en restant très, très local. Il y a toutes les questions liées à tout ce qui est taxes, tarifs, etc. Et nous gérons. Voilà, ces différents services, ces propositions, nous avons beaucoup travaillé dessus. Les clients sont ravis de voir cette façon de tout compartimenter et d'avoir ces 4 piliers. C'est l'une des choses, à mon avis, c'est cette communication très, très claire qui nous permet de gagner beaucoup de commandes. Je n'ai pas l'intention de couvrir toute cette slide, beaucoup trop de mots sur cette slide, je vous laisse lire, mais je voulais simplement dire qu'en plus de la croissance que nous avons obtenue cette année, je pense que nous avons un très bel avenir, confiance par rapport à notre plan pour 2028. Nous avons déjà gagné plusieurs contrats, signé des contrats que nous n'aurions jamais pensé pouvoir gagner par le passé. Or, nous avons renforcé notre équipe, renforcé notre positionnement et donc nous avons plein de choses qui deviennent possibles. Prenez votre temps pour lire cette slide. Comme je le disais auparavant, il y a des opportunités énormes pour le futur. On gagnera d'autres contrats cette année, mais surtout dans les années qui viennent. Merci. Encore une fois, ce sont 3 exemples que je voulais vous montrer de certains des plus gros projets, des projets très, très stratégiques, très clairement. Également, je vous laisse lire les chiffres et je serai ravie de répondre à vos questions après. Merci beaucoup de m'avoir écouté et au plaisir de répondre aux questions. Merci Dave, d'ailleurs. Et là, je vais relayer très rapidement Nasser. Nasser, c'est le génie de la rentabilité. Ça fait 10 ans que ça dure. Et donc, il s'occupe d'offshore anglophone depuis l'Inde. Et on a fêté les 20 ans de l'Inde. Et deuxièmement, offshore francophone et arabophone depuis Beyrouth, qui marche très bien, qu'on a sécurisé avec un backup à Chypre. Donc, on opère de Beyrouth et de Larnaca, avec possibilité de faire bouger les équipes qui sont toutes très jeunes et qui peuvent assumer ces voyages. Et donc, cet éloignement. Et il y a le Middle East. Dubaï est un marché en tant que tel. Nous avons des contrats dans les gouvernements locaux, notamment avec un ministère. Et nous avons la volonté de réussir, de percer en Arabie Saoudite. Donc en Arabie Saoudite, UK a réussi à travailler directement avec Neom, donc je l'avais déjà dit. Nous sommes maintenant à Riyad. Nous avons trouvé l'actionnaire idéal saoudien pour nous aider. Et 2026 devrait être la réussite de l'Arabie Saoudite. Voilà très rapidement pour le secteur de Nasser.
Maintenant, l'objectif n'a pas changé. Les gens me disent comment vous allez réussir 2028 et ses objectifs alors qu'on a retardé le M&A. Vous savez, le M&A, si vous le faites début 2025 ou début 2026, on n'a rien à faire. Le vrai souci du M&A, c'est de choisir les bonnes sociétés. Et les bonnes sociétés, ce n'est pas le chiffre d'affaires. C'est la capacité à rester en synergie, de résoudre nos problèmes technologiques et d'avoir un savoir-faire qui crée de la croissance organique. Après, comment allons-nous passer d'une valorisation d'une fois le chiffre d'affaires à une valorisation supérieure à une fois le chiffre d'affaires? Je pense que quand on compare des sociétés aujourd'hui, il faut quand même comparer les croissances organiques et les rentabilités. Il me semble qu'on est en train de prouver qu'on est capable, dans des cas difficiles, aujourd'hui 2025 est difficile, de garder notre rentabilité tout en gardant une croissance à 2 chiffres. Donc je suis confiant pour le milliard. Après, si c'est 900 millions, vous ne m'en voudrez pas. Les chiffres. Donc, les chiffres 2025, premier trimestre, sont ceux qu'on avait prévus et présagent de la réussite des chiffres 2025. Il est évident que sur Q4, nous avons prévu une forte croissance. Donc, nous n'allons pas multiplier 175 par 2 pour vous fournir l'année 2025. Ça sera plus. Nous vous avons annoncé 363 pour le périmètre actuel. Nous continuons à annoncer 363. Pareil, si c'est 362, ne les envoyez pas. 363 pour full year. 12% de croissance organique et 12% de rentabilité EBITDA IFRS. C'est réparti de la manière suivante. Cette année, les croissances organiques sont apportées principalement par le UK et j'aime pas le mot transition, c'était dans les budgets, mais le Belux est en train d'assumer une période difficile, à savoir la période où on gagne des forfaits. Les forfaits vont être mis en route au gré de la volonté de l'UE, mais au gré de notre capacité à former les équipes, au gré de notre capacité à réaliser ceci en offshore, à l'offshore. Nous, c'est le nearshore. Donc, il y a une stagnation qui était prévue et qui n'anticipe pas une stagnation future. Le futur, c'est de la croissance. Tout le reste est aux normes, tout le reste est au budget. Pour le P&L, on a un EBIT de 10%, EBIT courant. Les coûts non courants sont à 75% des coûts de M&A. Vous allez me dire, vous n'avez pas fait des acquisitions. C'est pour ça que je vous dis, nous allons faire des acquisitions qui justifieront ces coûts M&A. Et le reste, les coûts financiers sont des coûts dits normaux. Nous avons la problématique aujourd'hui d'une société présente dans 17 pays et qui doit garder un stock d'argent disponible dans de nombreux pays. Si bien qu'on a des lignes de crédit utilisées en même temps que nous avons du cash. Le cash, je vais y passer maintenant, pas tout de suite, tout à l'heure. Là, c'est le bilan. Le bilan est assez constant. Pourquoi? C'est parce que nous avons une constance dans notre exploitation, dans nos marchés, dans notre manière de gérer, et que nous n'avons pas acquis. En général, vous voyez que le goodwill augmente parce que nous faisons des acquisitions. Ce n'est pas le cas pour le moment. Nous avons une modification, c'est
ce qui est en cours de paiement. Et en cours de paiement, c'est lié au nouveau contrat. Je vais vous passer l'histoire de la position cash nette impactée par les 3 critères: gestion de nombreux pays, gestion des recouvrements et gestion des WIP, c'est-à-dire des travaux en cours. Là, derrière, vous avez tout ce qui est passif. Et sur les passifs, il y a des retraitements. Je vais me lâcher encore une fois, vous êtes habitués, ça fait plaisir de se lâcher. Je ne comprends pas les IFRS, mais on y passe. Vous remarquerez qu'il y a une augmentation d'une dette hypothétique, à savoir qu'aujourd'hui, nous ne devons pas 39 millions d'euros à nos personnes clés, parce qu'ils n'ont pas délivré 2028. Mais en IFRS, ces nouveaux share deals qui impacteront le cash en 2029 doivent être considérés comme une dette alors qu'elle n'est pas due. Cherchez l'erreur. Donc, aujourd'hui, nous avons une période faste pour notre gestion de cash. Pas de share deal à payer jusqu'à fin 2028. Donc, nous avons les moyens financiers de nos ambitions. Je vais justement passer au cash. La position cash net en banque, pas IFRS, en banque sur juin 2025, moins 44,5 millions. Je vous donne les exceptionnels. C'est d'abord les derniers share deals payés, 23,5 millions. Il n'y en aura plus jusqu'à 2029. Et les retards de paiement qui vont être compensés d'ici la fin de l'année. Ça veut dire, et des acquisitions de cost, c'est des earn-out payés à hauteur de 3 millions. Ceci vous fait quand même relativiser. Si nous avions as usual, c'est-à-dire sans des exceptionnels, nous aurions été à moins 5 millions. Donc aujourd'hui, notre position cash net est assez forte et avec le même périmètre, c'est-à-dire, je répète, sans acquisition, eh bien, nous serons à fin d'année à moins 15,5. C'est-à-dire que nous allons rattraper pas loin de 30 millions d'euros d'ici la fin de l'année. Sur le backlog, il est stable. C'est assez historique d'être stable de quarter en quarter. Notre prochain challenge, c'est la fin de l'année, puisque le backlog va être comparé au budget de l'année prochaine. Donc un budget augmenté au moins de 12%. Donc en nombre de mois, il faut continuer à signer si on veut être stable en nombre de mois. Je vous répète, tant qu'on est au-dessus de 19 mois, chez nous, ça veut dire qu'avec le périmètre actuel, on est sur du double-digit growth. Voilà pour le backlog. Les clients, le top 10 est assez stable et nous avons un reflet de nos divisions. Vous voyez le Benelux. Le Benelux devrait changer, c'est le EU. Et le UK et la Suisse. C'est exactement les 3 divisions qui portent le chiffre d'affaires du groupe et les 3 divisions que je juge en forme pour 2026. Et je répète, vraiment en forme pour 2026. Voilà. Pour le staff, c'est secondaire. Vous savez, si on arrivait à faire 1 milliard d'euros avec 2 personnes, on serait très, très content. Donc, le staff, c'est un moyen, et un moyen sur lequel j'insiste, il faut que nous investissions. Il faut que nous investissions sur des jeunes capables de penser IA et capables de nous développer de la cybersécurité et non pas sur des modèles anciens de délégation bas de gamme qui font plaisir qu'au président. J'ai 20 000 personnes. D'abord, j'ai personne, moi. Mais c'est débile. Ce que je veux, c'est
je vois clair sur les 3 prochaines années en termes de PNL et de bilan. Voilà, c'est ça notre objectif. Ce n'est pas de calculer le nombre de personnes qu'on aura recrutées. Dites-vous quand même qu'ils ne sont pas si mal chez nous parce que le turnover est très faible, très très faible. Donc l'action, on s'est permis de baser l'action au jour du rapport, c'est-à-dire 30 juin. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a une petite faiblesse de l'action et mon rôle, c'est de travailler pour rétablir la valeur réelle de l'action qui était à 38 €. Donc quand je fais mes performances, je les fais avec les valeurs de l'action à la fin du terme qui est concerné, donc au 30 juin. J'aurais peut-être des remarques, mais en tout cas, on surperforme toujours par rapport aux comparables. Et mis à part une année difficile 2024, nous donnons à l'actionnaire de la rentabilité et nous savons le moment venu, c'est-à-dire lors de cession, rémunérer l'actionnaire pour le risque qu'il a pris. Donc, on a finalement un track record qui n'est pas si mauvais. Et là, c'est les futures dates. J'ai voulu le faire rapidement, j'espère, pour laisser la place aux questions, puisque beaucoup de gens ne sont pas dans la salle. Donc Stéphanie s'occupe des questions. Je vais commencer par une question qui est arrivée sur le chat, pour laisser aux personnes de la salle trouver leurs questions. Donc j'ai une question sur le marché UE. Est-ce que la crise internationale actuelle va décroître la taille de ce marché? En français, vas-y. Bonjour. De toute façon, il y a eu en fait une influence. Ma réponse en fait comprend 3 parties. Sur la partie en fait business existant, je pense que Sword est impliqué presque que en fait dans des systèmes critiques pour les institutions européennes. Alors là, il n'y a pas le moindre impact, même au contraire. Puis il y a le volet nouveau appel d'offres, toutes les procédures en fait européens. Là, d'un point de vue géopolitique, il y a eu en fait un impact en 2023 et 2024. Il y a eu premièrement en fait un transfert vers la défense. Il y a eu en fait un retard en fait dans pas mal en fait de publications d'appels d'offres, ce qui fait que Jacques en fait à juste titre en fait a dit que le chiffre en fait pour le Benelux a stagné en fait cette année. C'est pas que on a mal fait, c'est juste en fait qu'il y a eu en fait moins d'appels d'offres avec du nouveau business en 2023 et 2024, ce qui a un impact en fait en 2025. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un rattrapage en 2025. On va répondre en fait, ou on est en train de répondre en fait à des appels d'offres en fait en 2025, comme j'ai dit en fait lors de ma présentation, pour une valeur en fait de au minimum en fait 350, ça va probablement même dépasser en fait les 400 millions. Alors pour les années à venir, normalement on va rattraper justement le petit retard en fait qu'on a pris en fait cette année. Et puis une toute dernière chose, et ça c'est quand même absolument dans notre avantage, on a une identité en fait européenne. Et on s'aperçoit maintenant que les institutions européennes en fait préfèrent de travailler avec des consortiums, avec des entités en fait européennes. Alors on a constaté en fait que pour la toute première fois en fait en 30 ans de carrière en fait au sein des institutions européennes, qu'on a gagné, qu'on a été en fait attribué un tout gros marché en fait en cyber security. Je l'ai mentionné aussi en fait lors de ma présentation, de plus que 300 millions. On a gagné en fait avec Atos, tandis qu'on était les plus chers. Et normalement, en 30 ans de carrière, j'ai jamais vu un consortium qui était 10e en termes de prix, qui gagne, qui remporte en fait le marché. Alors c'est quand même en fait une bonne tendance en fait à constater. Merci. Merci Dieter. J'ai une question sur... est-ce que vous pourriez faire un point sur les dépenses au niveau du secteur public en Angleterre? Les investissements, pardon.
Rebonjour. Il me semble que j'en ai parlé un tout petit peu lors de ma présentation. C'est-à-dire que j'ai dit que le gouvernement britannique a très envie actuellement de stimuler l'utilisation des technologies, surtout dans le monde de la défense, évidemment, étant donné la situation géopolitique dans le monde, et également dans le secteur de la santé. Donc, pour nous, il y a énormément d'opportunités dans les deux domaines. La défense, un peu plus difficile à pénétrer parce qu'il faut avoir le droit de travailler sur ce secteur, mais nous sommes en train de travailler activement là-dessus pour avoir les autorisations nécessaires. Nous pensons savoir où est-ce que l'argent sera dépensé. Nous sommes en train d'aligner nos troupes, comme on dit, pour être présents et on verra si nous avons raison ou pas, si nous sommes au bon endroit. Dans la salle où je continue. Voilà. Bonjour. Une des inquiétudes qu'on peut avoir dans votre business, c'est la tentation des États-Unis de se retirer de certaines ONG, qui peut contribuer à réduire leur financement et donc leur capacité à payer des fournisseurs comme vous. Quand on vous posait la question l'année dernière, vous n'étiez pas très inquiet sur le sujet. Est-ce que c'est toujours le cas? Écoutez, sincèrement, je ne vais pas miser sur une croissance à 2 chiffres de l'UNICEF, par exemple. Oui, il y a un impact, mais un impact limité, parce que quand ça décroît, vous pouvez aussi continuer à garder vos positions parce que vous êtes mieux armés. Quand je vois l'UNICEF qui était 100% en termes d'IT, basé à New York il y a 2 ans, qui aujourd'hui est basé à Valence, et sur lequel nous avons des succès importants, inespérés, parce que c'est maintenant en Europe, je me dis, il y a l'un qui compense l'autre. La réponse est, si j'avais à miser sur un taux de croissance, je dirais, c'est entre 0 et 5% à l'ONU, mais ce n'est pas la Bérésina. Merci. Et est-ce que vous pouvez revenir sur le fonctionnement avec les affiliés, ce que vous appelez les affiliés? Les affiliés ont la même règle que tout le monde, c'est-à-dire le DG se doit de respecter toutes nos règles de reporting, de paiement, etc. La seule différence, c'est qu'il y a un capital partagé. C'est tout. C'est que le capital. Donc, en termes financiers, c'est des intérêts minoritaires. Voilà la seule différence entre un affilié et un non-affilié. C'est le pourcentage de détention du capital. Ça veut dire que vous êtes majoritaire dans cette filiale, avec un minoritaire qui est le patron de la filiale. On peut même être à la limite légèrement minoritaire. La définition IFRS, c'est nous qui prenons les décisions. Merci. Bonjour messieurs, Nicolas Torel chez Odoo. J'ai 2 petites questions, juste Dieter, un follow-up sur la question précédente, sur la croissance du Belux. Est-ce que c'est purement lié, ma question c'est, est-ce que c'est purement lié à des effets de ramp-up et de ramp-down, ou alors c'est lié aussi à des mouvements sur l'environnement concurrentiel au Benelux? Et ma question un peu sous-jacente, c'est qu'est-ce qu'il faut attendre pour le H2? Est-ce qu'il y a des effets de rattrapage à attendre aussi sur 2026? Et peut-être pour Jacques, ma deuxième question, c'est sur évidemment les évolutions de périmètre. Est-ce qu'on peut avoir peut-être un peu plus de détails sur les velléités de M&A? Bon, j'en parle en ce deuxième. Okay. Et je sais qu'il y avait aussi l'idée de faire évoluer le périmètre peut-être un peu plus largement avec aussi des sessions, des micro-sessions, en plus des micro-acquisitions. Donc voilà, peut-être faire un petit update sur ce point-là. Merci. Avec prudence. Merci quand même, au moins il y a une analyse dans la salle. Moi, je vais juste répondre en fait, très court. En fait, moi, je suis extrêmement positif en fait, sur 2026. On va rattraper en fait, tout ce qui n'a pas fonctionné en fait, cette année, avec 400 millions en fait, d'offres en, fait, en cours d'évaluation. Et avec l'expérience qu'on a du passé, je dirais en fait, qu'on va gagner quand même entre 60 et 75% en fait, des dossiers. Alors voilà, c'est juste en fait, une question du temps que les institutions en fait, vont prendre en fait, pour évaluer en fait, les dossiers. Alors est-ce qu'on va pouvoir rattraper en fait, à partir en fait, début en fait, 2026 ou plutôt en fait, deuxième moitié? En fait, ça c'est en fait, quelque chose, c'est le seul en fait, inconnu. Bon, maintenant, c'est très difficile de parler de dossiers chauds en M&A
Mais je préfère être transparent sur quelque chose de simple. Nous n'hésitons pas à céder quelque chose qui doit être cédé si c'est dans l'intérêt du groupe. Tu le sais, et on continuera. Donc, c'est évident qu'aujourd'hui, quand tu prends le nombre de BU que nous avons, qu'il y en ait une qui soit cédable, oui, ça c'est possible, mais ça ne changera pas le groupe. Deuxièmement, oui, nous avons 2 LOI très chaudes, 2 LOI qui pourraient faire 2 acquisitions d'ici 2 mois, peut-être avant même. Et là-dessus, je suis confiant d'en réussir une très, 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 très rapidement. Et à chaque fois, ce sont des acquisitions petites. Maintenant, dans ta question, il y a derrière, est-ce que nous sommes prêts dorénavant à acquérir 40 ou 50 millions d'euros? Et la réponse est claire. J'ai dit l'autre jour à Kevin qu'on est complètement apte maintenant à faire ce genre d'acquisition. J'ai une question sur le chat. Au bilan, les capitaux propres diminuent avec des résultats non distribués. Est-ce que c'est un phénomène temporaire ou durable? Il faut quand même réfléchir avant de parler. Peut-être Philippe. Les share deals. Voilà, c'est tout. Vas-y, tu réponds. Il faut le micro. Le micro, parce que les autres. Merci. On a effectivement des résultats reportés négatifs à fin juin qui s'expliquent par la mise en place du share deal. Maintenant, les réserves, elles vont être reconstituées au fil des exercices futurs qui vont générer des résultats positifs. Donc c'est une image du bilan au 30 juin, mais qui va évoluer positivement. Ouais, ça n'a rien de durable. Et on ne va pas rajouter un jugement de valeur sur cette présentation. Parce qu'on est soft, mais c'est ridicule. Voilà, si je le dis quand même. J'ai une autre question. Vous avez évoqué une forte demande en matière de cloud souverain. Comment anticipez-vous l'évolution de cette tendance et quelle est votre stratégie pour y répondre? Greg. Yep, thank you. Oui, merci pour la question. Encore une fois, nous l'avons dit plusieurs fois aujourd'hui, nous écoutons nos clients, surtout, vraiment, vraiment, nous écoutons. Et je pense qu'il y a une tendance dans certains pays où ils veulent pouvoir utiliser ces capacités d'IA, mais certaines sociétés sont inquiètes par rapport à la réglementation et sont mal à l'aise, ont peur d'exposer leurs données internes. Et c'est là que nous pouvons intervenir. Ainsi, nous avons regardé comment est-ce que nous pouvons créer une solution où nous pouvons accéder à tous ces modèles LLM, que ce soit GPT, que ce soit d'autres, mais nous le faisons dans un environnement que nous contrôlons. Donc, nous utilisons tout un ensemble de technologies, Kubernetes par exemple, nous le faisons fonctionner sur GCP, Azure, tout un ensemble de choses, LibreChat, etc., pour que nous puissions garantir à nos clients qu'ils aient exactement la même expérience que d'habitude dans le domaine des services ouverts, mais que désormais, ils peuvent le faire dans un environnement à 100% sûr. Nous avons déjà fait beaucoup de progrès dans cet espace. La solution est là, est développée. On peut l'utiliser, on peut déployer. Et nous sommes en train de discuter avec un grand nombre de clients, surtout en Suisse, au sujet de cette offre. Mais nous pourrions adopter cette même approche et l'appliquer à tous nos clients qui ont cette même préoccupation, qui veulent utiliser les services offerts par un cloud ouvert, mais tout en ayant un bon niveau de protection. Moi, j'en ai encore. Concernant le contrat avec l'Agence mondiale antidopage, est-ce qu'il a débouché sur de nouveaux contrats avec les agences nationales? Merci. Ça va peut-être me permettre de compléter juste un peu la partie NGO dont on a parlé tout à l'heure. Alors, pour répondre précisément, le contrat avec la WADA nous a permis déjà et avant tout d'ouvrir de nouveaux mandats
sur la gestion d'applications liées à l'antidopage au sein des associations de football et autres grands organisateurs d'événements. C'était le premier effet recherché, ce qui était très positif pour nous. Pour rentrer dans les détails, on parle souvent de whereabouts. Whereabouts, ce sont les systèmes qui permettent aux athlètes de déclarer leur position pour pouvoir subir des tests à la volée, je dirais, inopinés. Et puis ensuite, il y a toutes, et là cela va concerner les agences nationales, les intégrations avec le système ADAMS, qui est le système d'administration globale de l'antidopage, qui est opéré par nos services et sur lequel on développe des API, désolé pour le terme technique, mais c'était des facilités d'intégration avec les agences nationales, et ça sera notamment à l'agenda de la conférence en décembre, puisque nous allons présenter un ensemble de choses à destination des agences. Et je me permets juste de compléter ce qui a été dit. On aura une croissance au-delà de 5% sur les agences onusiennes, je sais, parce que les budgets sont mis sous pression, assurément, pour ces agences. Maintenant, gardez en tête que la partie IT est souvent préservée. Les sujets de dématérialisation restent clés. Ce sont des facteurs d'amélioration globalement de leurs organisations, de leurs processus et autres. Donc ils sont souvent préservés et notre part de marché augmente significativement. Non seulement on se positionne mieux, et puis je crois qu'on est vraiment en pleine puissance aujourd'hui avec l'ensemble de nos centres, nearshore et offshore, pour répondre à l'ensemble de leurs problématiques. Ce n'est pas anodin qu'on ouvre une nouvelle agence comme IRENA, que je citais tout à l'heure sur les renouvelables. Ça, c'est de la pure croissance pour nous, puisque c'est des nouveaux budgets qui s'ouvrent. Et cela va se poursuivre sur 2026 et autres. Oui, l'ONU, je connais assez bien. Il y a 3 secteurs de dépenses. Il y a le peacekeeping, il y a le secrétariat général, New York, et il y a les agences. Et je pense que les 2 premiers vont plus souffrir que nous, à mon avis. Une nouvelle question. Vous avez parlé d'un actionnaire en Arabie Saoudite. Va-t-il entrer au capital? Si oui, combien? Merci pour la question. C'est un actionnaire de la filiale, car dans dans ces pays, nous devons avoir des locaux en tant qu'actionnaires. Donc, il s'agit de Sword KSA et non pas de Sword Group. Et nous serons toujours majoritaires. Voilà la réponse. Une question sur les créances clients qui augmentent plus vite que le CA. Que mettez-vous en place pour réduire le BFR? Une pression monstrueuse sur les directeurs généraux. Ça ne mérite pas de plan hors sec pour donner vraiment ce dont il s'agit. C'est très dangereux ces termes. On choisit le 30 juin. Vous choisiriez le 30 août, les questions seraient différentes. Il faut faire attention que nous avons en face d'énormes organisations qui, avec quelques dérives, peuvent créer des retards qui sont ponctuels. Donc je pense qu'on devrait se fixer le 31 décembre et vous verrez que tout est arrangé. Pas de questions dans la salle? Tout est clair? J'ai eu une question sur les détenteurs d'actions Sword. Quels sont les détenteurs, les fonds qui détiennent des actions Sword? Malheureusement, on ne peut pas répondre parce que tous les fonds ne sont pas, c'est pas public forcément cette information pour tous les fonds, donc on ne peut pas forcément répondre à cette question. Je vais te dire d'y répondre. J'ai anticipé. Bon, vous savez, à l'exclusion du groupe familial, il y a Eximium que vous ne voyez pas toujours au même niveau parce qu'ils sont au SRD très souvent. Disons qu'ils ont 20%. Ils ont 20 et un chouïa de plus, ce qui fait que tout mouvement d'Eximium est visible. Voilà. Et après, il y a des fonds qui sont très, très stables. Et je pense que 70% du capital est très stable. Oui, tout à fait. Il y a eu énormément de questions sur les acquisitions, cessions, mais il y a eu beaucoup de réponses, je pense. Ah, une nouvelle question. Merci. Quelles sont vos ambitions dans le domaine du sport et est-ce que vous envisagez
là aussi de la croissance externe. Vous pouvez dire à Philippe Salle que s'il veut vendre Atos Major Events, on veut bien regarder. Mais je doute qu'il veuille. Mais je pense qu'on a une place à prendre. Donc on ne va plus vouloir être le premier européen, mais si on est le troisième, ça sera pas mal. Mais il y a une place à prendre et une place qui est chère à prendre parce que ça fait un moment qu'on bosse dessus. On a beaucoup investi, notamment sur l'UEFA. Maintenant, on est à la FIFA. On est capable d'être le numéro 3. Le numéro 1, il faudrait de l'aide. Pas plus. Bon. S'il n'y a pas d'autres questions, pour ceux qui sont en salle, il y a un petit cocktail qui est prévu. Voilà. Et merci aux autres. Je n'ai pas vu qui a posé les questions, si c'est nos autres analystes. En tout cas, merci à tous pour les questions. Merci à vous. Merci.